Bonsoir, bienvenue à tous sur la télévision nationale du Bénin. Voici les titres du journal. Le ministre Alassane promet des sanctions. Une rencontre de crise est intervenue entre le premier flic du Bénin et la hiérarchie policière. Une réunion motivée par les bavures policières, dont celle récente mortelle sur le jeune Faisal à Parakou. Riposter et se reconstruire après les violences. Mot d'ordre de 16 jours d'activisme dans les 77 communes du Bénin à l'initiative l'Institut national de la femme vent debout contre les violences sexuelles et sexistes. Au cœur de notre page internationale au Nigeria, l'actualité est à la conversion des voitures au gaz naturel en Égypte. Des secours sont déployés aux touristes et aux membres d'équipage victimes du naufrage d'un bateau. Merci de nous recevoir chez vous avec ce journal. Rencontre de crise entre la haute hiérarchie de la police républicaine et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique ce mardi. Une série de bavures policières récentes ont suscité émoi et indignation et imposent des mesures impératives pour encadrer la force policière dans son déploiement. Écho de la rencontre de crise avec Marcela Rossi et Mathieu Soken. Il y a problème. Il y a véritablement problème. Une ferme désapprobation face aux incidents qui, selon lui, ternissent l'image de la police républicaine et sapent la confiance des citoyens envers les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique se montre très préoccupé et insiste sur la nécessité d'une réforme en profondeur des pratiques sécuritaires en mettant l'accent sur le respect des droits humains et l'application rigoureuse des procédures en vigueur. La police, pour l'essentiel, fait quand même le travail sur le terrain. Les populations reconnaissent cela. Mais ce n'est pas une raison quand même pour qu'il y ait des bavures. Ceux qui vont se rendre responsables de ces bavures-là vont en répondre. Il faut que la désignation des agents pour accomplir des missions tienne compte de leurs capacités réelles et aussi de leur profil. En dehors de ça, nous avons décidé de mettre aussi un accent sur les sanctions. C'est-à-dire désormais, un agent qui va se rendre coupable de la mort d'un honnête citoyen doit pouvoir en répondre. On va lui appliquer la sanction maximale. Désormais, contre tout agent au comportement déviant et ceux impliqués dans le dernier dossier qui suscite encore une vive indignation au sein de la population, les sanctions s'annoncent sévères. 60 jours d'arrêt de rigueur, il va passer devant un conseil de discipline qui va prononcer la radiation et ce, sans tenir compte de la peine pénale qui sera prononcée par le juge. C'est dire qu'il sera traduit en justice. C'est le début d'un processus de révision des méthodes d'intervention policière avec l'objectif de restaurer la confiance entre les citoyens et les forces de sécurité publique. Un suivi rigoureux des engagements est attendu pour garantir une justice équitable et des pratiques sécuritaires responsables. 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. L'Institut national de la femme s'active sans relâche. L'INF va déployer à travers tout le pays une campagne contre les violences sexuelles et sexistes. Une campagne pour apprendre à riposter, mais à se reconstruire aussi après des violences. Au lancement, Mathieu Soukanou, Arnaud Adadia. Ces belles dames aux bracelets multicolores, assistées des hommes, de divers représentants de l'État, du système des Nations Unies et de l'ambassade de la Belgique, sonnent la grande mobilisation. Elles sont là pour promouvoir l'égalité des sexes et dire non aux injustices que subissent les femmes. Les violences faites aux femmes et aux filles sont une atteinte grave aux droits humains. Elles privent les victimes de leur dignité, de leur liberté et de leur capacité à s'épanouir pleinement. Sortir de la violence est notre responsabilité collective. Les messages des Nations Unies en cette journée internationale et les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre et la résilience en temps de crise, attirant l'attention sur les risques accrus de violences sexistes auxquels les femmes et les filles déplacées sont confrontées. Le projet gouvernemental d'accroître le nombre de centres d'accueil et de prise en charge intégrés des victimes a trouvé un grand écho auprès de l'INF qui, de son côté, est dans la dynamique de la mise en place de 6 centres d'accueil, d'information, d'hébergement, de protection, d'assistance juridique et judiciaire et d'aide à l'autonomisation, projet qui est encore en phase préparatoire.
Communication et panels d'échange sur le sujet sont initiés. Alors que dans le monde, l'alerte est donnée au quotidien par rapport aux chiffres alarmants, au Bénin, des efforts se font pour réduire sensiblement les violences sexuelles et sexistes. La violence envers les femmes et les filles ne connaît aucune frontière sociale, géographique ou culturelle. Au Bénin, on note une progression encourageante des statistiques des cas de plainte et de décisions de justice. En effet, le rapport 2024 de mise en œuvre du programme d'action de Beijing au Bénin montre que l'INF a reçu 975 plaintes au cours du premier trimestre 2024 contre 1133 cas en 2023. Pendant 16 jours, l'Institut national de la femme, INF, va œuvrer pour faire du Bénin un pays de femmes battantes pour l'égalité des sexes. Se battre contre les violences, c'est ériger dans les consciences des racines de la paix. C'est le sens de la campagne pour la paix, la non-violence et la tolérance entreprise par la Fédération béninoise des associations et clubs pour l'UNESCO. Sa principale cible, les plus jeunes chez qui il est souhaité voir fleurir des valeurs de vivre ensemble. Une marche est initiée à Bomé-Calavi à cet effet. Benjamin Denayon, Ulvaeus Balogun étaient dans les rangs. Une caravane pour la paix, la non-violence et la tolérance. Point de départ, le CEG2 d'Abomey-Calavi. Ces jeunes élèves sont engagés pour un monde sans conflit où règne le respect des droits humains. À la manœuvre, la Fédération béninoise des associations et clubs UNESCO. C'est le lancement de la campagne internationale et nationale pour la paix, la non-violence et la tolérance dans le département de l'Atlantique. Nous nous engageons au niveau de la Fédération béninoise des associations et clubs pour l'UNESCO pour que partout, sur toute l'étendue du territoire national, nous puissions continuer à semer les graines de paix avec les plus jeunes qui vont prendre le flambeau demain. Le mot non, c'est ça qui entraîne la guerre. Vous êtes en train de discuter avec quelqu'un et vous n'arrivez pas à vous entendre, c'est sûr que chacun de son côté dit non. Nous vous invitons à faire la culture de oui. La culture de oui, c'est la culture de la tolérance. Les vrais acteurs de la paix, c'est qui? C'est vous les enfants. Puisque l'enfant est le père de l'adulte. Et c'est justement ce que l'UNESCO vous recommande. Que vous soyez des vrais acteurs de paix dans vos familles respectives. Sans la paix, pas de développement. Sans la paix, pas de réussite. Faire de la paix une arme pour combattre la guerre partout au Bénin, ces apprenants en font la promesse. Le Bénin est arrimé à la télévision numérique terrestre, portée par la promesse de diffusion de flux de contenu de plus grande qualité. Au Bénin, l'évolution de la TNT a permis de faire reculer la vieille diffusion analogique à moins de 20%. Le pays étant passé à plus de 95% selon la ministre du numérique et de la digitalisation en termes de TNT. On écoute un bout de son intervention dans une émission bilan des 8 ans de chantier de digitalisation du Bénin. Aurélie Adam-Soulé. En matière de télévision numérique terrestre, nous avons pu atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Le premier élément qui permet de savoir que la TNT a apporté un plus, c'est la couverture de la télévision dans le pays. La TNT a permis de relever la couverture de la télévision. En analogique, on était à moins de 20% de couverture. Donc les Béninois qui voulaient la télé, dans certaines zones, n'y avaient pas accès. Sans compter que pour certaines chaînes, les émetteurs étaient situés dans des zones de niche. Donc aujourd'hui, on a un multiplex national composé de plusieurs chaînes, accessibles sur toute l'étendue du territoire par le biais d'un réseau de diffusion composé de 29 sites. Donc, ces 29 sites permettent aujourd'hui d'avoir une couverture de plus de 95% et de permettre donc aux Béninois de bénéficier des services de la TNT, des chaînes télé de qualité, il faut le dire aussi, chez eux. Et ensuite, il est important de mentionner que le gouvernement a joué également sa partition
au-delà des investissements énormes qui ont été consentis pour construire le réseau, un réseau de qualité, il a fallu aussi une exonération des droits de douane et de taxes sur les décodeurs pour permettre aux Béninois de s'équiper pour recevoir la TNT. Et en plus de ça, le gouvernement a décidé de fixer un prix plafond pour le décodeur de base. Le gouvernement a voulu aller encore plus loin en ramenant pour les décodeurs donc, que nous avons acquis, tout au moins pour être sûr de la disponibilité des décodeurs sur le territoire, qu'on a mis à disposition dans toutes les communes du Bénin. Pour ces décodeurs acquis par l'État, l'État a décidé de les mettre à la disposition des populations, non pas au prix plafond qui était le prix pratiqué par les distributeurs privés, mais à un prix subventionné. Donc on est passé d'un prix de 18 000 francs à 5 000 francs pour le kit. Près de 200 adductions d'eau villageoises en panne à réhabiliter en 2025 partout au Bénin. C'est inscrit dans les prévisions budgétaires à concrétiser par le ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. C'est un budget de 203 milliards 146 millions de francs CFA qui a été défendu par le ministre Samou Seydou Adambi devant la commission budgétaire du Parlement. Il en présente ici quelques chantiers ambitions clés. Nous avons essentiellement parlé de la collaboration de l'Union européenne avec la RAC. En particulier, nous avons des projets de soutien au monde médiatique ici au Bénin, dans des problématiques qui sont d'intérêt commun pour le Bénin et pour l'Union européenne, en particulier la lutte contre la désinformation et les propos à caractère haineux. Vous savez que c'est un défi auquel le Bénin comme l'Union européenne sont confrontés de nos jours. Et j'ai pu constater une grande identité de vue avec le président sur le fait que c'est un défi, nous devons y faire face, mais en même temps nous devons y faire face de manière, réaliste, voir ce que nous pouvons faire en termes de comment améliorer encore la formation des journalistes. Il y a eu encore récemment des journalistes béninois qui sont allés à Bruxelles pour suivre des formations. Je pense que nous avons, Union européenne et Bénin, un intérêt commun à avoir un paysage médiatique professionnel. Je viens en compagnie du président du Haut Conseil de la communication de la République centrafricaine de rencontrer le président de la HAC. Le Haut Conseil de la communication n'a pas dans sa réserve d'expérience, on va dire, la gestion des élections municipales depuis 40 ans. Donc, il s'agissait de venir s'abreuver à la source de l'expérience de la HAC. La HAC qui a eu l'occasion déjà de gérer plusieurs élections municipales, puisqu'au Bénin, ça s'organise de façon régulière. Que ce soit dans l'organisation de la HAC, dans son fonctionnement, ainsi que dans la gestion des missions, nous avons tiré beaucoup de leçons. Nous repartons édifiés. Toutes nos excuses, c'était là plutôt des échanges intervenus entre M. Stéphane Mound, le nouvel ambassadeur de l'Union européenne au Bénin, respectivement, et avec M. Simon-Pierre Ndoumba, rapporteur général du Haut Conseil de la communication de la République centrafricaine, qui était en rencontre avec le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication du Bénin, d'une institution médiatique à l'autre, avec la délégation du Haut Conseil de la Communication, toujours de la République centrafricaine. C'est au tour de l'ODEM de recevoir la délégation de cette institution de régulation des médias de la Centrafrique. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM a partagé avec l'institution centrafricaine son expérience de suivi des médias en période électorale. C'est une rencontre inscrite dans le cadre des préparatifs médiatiques liés aux élections locales en Centrafrique prévues pour juillet 2025. Patrick Diossou. RCA, République centrafricaine ou Centrafrique. C'est de cet État d'Afrique centrale qu'est venue une délégation du HCC, le Haut Conseil de la communication, l'équivalent de la HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication au Bénin. Une délégation reçue par les membres de l'ODEM, Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias.
Nous travaillons avec une plénière qui se rassemble toutes les 2 semaines et nous avons des équipes journalières qui font le suivi de la presse. Et on reçoit les journaux ici, on leur explique un peu tout ce qu'on a vu sur 1 mois, sur 2 mois. Et après, on fait le tour également des organes. Des échanges d'expériences. Le Haut Conseil de la communication est vraiment satisfait de la rencontre d'aujourd'hui. On est venu ici pour copier. Il est plus facile d'imiter que d'innover. Il y a des choses assez importantes que nous avons tirées comme enseignement et qu'on va devoir partager à l'ensemble de la corporation, au Conseil de la communication, y compris également à l'EMC, qui est l'équivalent de l'UDEM en République centrafricaine. La République centrafricaine s'apprête à organiser des élections locales au mois de juillet 2025. C'est des élections qui n'ont pas été organisées chez nous depuis une quarantaine d'années. Donc, l'instance de régulation des médias chez nous n'a jamais eu jusqu'ici l'occasion de gérer des élections locales. La délégation centrafricaine du HCC repart du Bénin avec une documentation utile. Voilà des échanges d'expériences qui offrent une charge d'espérance pour cette délégation centrafricaine. Du syndicalisme à la vie politique, c'est le cheminement du syndicaliste Noël Chadari qui a rallié le parti politique UPR. Le nouveau militant politique, ancien acteur des luttes syndicales, a eu droit à des honneurs solennels et médiatiques pour son adhésion. Témoin au siège du parti à Cotonou, Ginel Afouda Monsi Aboka et Alexis Kenom. Si je dois aller dans un parti, venir à l'UP Le Renouveau, et c'est pour cela. Après de nombreuses années au service de l'action syndicale, Noël Chadari enfile un nouveau manteau, celui de défenseur des idéaux du parti Union progressiste Le Renouveau. Ce qui se passe ici, c'est le combat pour la justice, le combat pour la réduction des inégalités, le combat pour, n'est-ce pas, faire de telle sorte que le peuple y ait un mieux-être pour le peuple. Donc vous pouvez compter sur moi dans ce sens. Je mouillerai le maillot. Je fais le serment devant vous de respecter les textes fondamentaux. Pour les membres de l'UPR, l'adhésion de Noël Chadari est un plus pour le parti. Ils y voient le témoignage de la pertinence du système partisan. Quel est le sens du système partisan? Que les bonnes gens, que celles et ceux qui portent ne serait-ce que la toute petite lumière, rentrent dans un parti politique pour contribuer au développement de leur pays. Que nous tous, élite sociale, élite économique, élite intellectuelle, élite artisanale, partout, nous puissions contribuer avec ce que nous avons de positif en nous, en termes d'expérience, à enrichir l'espérance. Bénin. Le parti mieux placé pour accueillir ces syndicalistes, c'est le parti qui prône nécessairement le progressisme. Puisque à l'intérieur de ce parti, on prône le partage, on prône la réduction des inégalités, le bien-être. On ne prône pas tout pour moi, rien pour les autres. À mon grand camarade de lutte, je voulais lui dire qu'il a fait un saut, non pas dans l'inconnu, mais pour paraphraser l'autre, je peux dire que c'est l'intrus qui connaît déjà la maison. La cérémonie s'est soldée par la remise des statuts, insignes et couleurs du parti aux nouveaux membres. Restons avec l'Union progressiste, le renouveau dont les femmes leaders ont organisé dans le Zoo le week-end dernier la 8e édition de leur journée récréative. Thème mobilisateur, les femmes UP le renouveau et la consolidation du parti. Des moments de retrouvailles qui ont mobilisé à Djidja la haute direction politique, des autorités à divers niveaux et des militants. Pierrette Adé aussi, Canel Capo. La 8e édition de la journée récréative des femmes leaders UP Le Renouveau est digne d'un géant meeting. Le rendez-vous devenu tradition a mobilisé toutes les 9 sessions du parti dans le département du Zou. Occasion pour ces Amazones de réfléchir à leur engagement vis-à-vis des idéaux du parti Union progressiste Le Renouveau.
femmes du département du Zou avions eu l'initiative de se retrouver par moments afin de mieux se connaître et avec des messages qui puissent booster et nous engager plus dans la politique. Plusieurs communications en langue locale ont meublé la séance pour susciter chez ces femmes leaders plus d'engagement et de détermination dans la consolidation du parti. On a voulu donner un caractère formatif à cette fête qui hier était une fête seulement de réjouissance. Donc aujourd'hui, c'est une séance de formation qui a lieu. 3 communications devaient passer autour du thème central. Les femmes UP Le Renouveau et la consolidation du parti. Qu'est-ce qu'elles sont dans l'UP Le Renouveau? Et la réponse c'est qu'elles sont les chevilles ouvrières de UP Le Renouveau pour la consolidation du parti. Qu'est-ce que nous devons faire en tant que membres, en tant que militants du parti UP Le Renouveau? Voir dans quelle directive travailler pour l'enracinement de notre parti UP Le Renouveau. Conformément à leur tradition, les femmes leaders UP Le Renouveau ont porté leur choix sur la commune de Zobodomé pour abriter la prochaine édition de leur journée récréative. Les vaccins, ce n'est pas seulement pour les enfants et les adultes auraient tort de les négliger. Les vaccins jouent un rôle essentiel tout au long de la vie. Laissons-nous édifier par Gloria Oni et Ernest Tétégou dans leur sujet. Cet exercice ne concerne pas que les enfants. Il engage également la responsabilité des adultes. Tout comme cet enfant, l'adulte aussi dispose de lot de vaccins pour sa santé à long terme en dehors des vaccins contre les pandémies. Alors, chaque pays met en place un certain nombre de listes de vaccins qu'il faudra normalement faire. Donc, comme vous le dites, il y a des vaccins que les adultes doivent pouvoir le faire après l'âge enfant. Et la liste de ces vaccins disponibles au niveau de nos structures sanitaires. Et c'est par rapport à ça qu'on demande d'être à jour de sa vaccination. On doit avoir un carnet de vaccination, être à jour de ces vaccins. Certaines protections vaccinales administrées pendant l'enfance s'affaiblissent au fil du temps. Des rappels s'avèrent nécessaires pour le maintien d'une immunité efficace. Tout citoyen béninois, tout individu qui est soucieux de sa santé et qui veut aller un peu plus loin que l'espérance de vie affichée au niveau de nos statistiques au plan international, doit se prendre en charge lui-même. Avant de faire la vaccination, il faut aller faire l'examen. Parce que si on est déjà porteur du virus, il ne faut plus faire la vaccination. Donc c'est pour ça qu'on ne se lève pas comme on veut pour faire les vaccinations. On ne va pas acheter les vaccins comme on veut pour le faire. Il est donc préconisé des consultations médicales en fonction de l'état de santé, de l'âge et du mode de vie. Il faut vérifier son organisme. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des morts subites. On a des gens qui s'ignorent, qui sont par exemple diabétiques et qui ne savent pas. Il y en a qui font l'AVC du jour au lendemain, avec une possibilité de prévenir tout ça. En dehors des pratiques hygiéniques, de l'alimentation saine et équilibrée, de l'activité physique sportive régulière, il est important au moins une fois par an de faire des bilans de santé pour évaluer comment on se porte. Les vaccins courants pour adultes incluent ceux contre la grippe saisonnière, le tétanos, le zona, la pneumonie et bien d'autres maladies. Nous avons des animaux qui ne sont pas des animaux de compagnie, mais des animaux d'élevage. Okay? Et je peux citer le cheptel de bovins, les bœufs, les vaches, les chevaux, les caprins, les porcins, le cochon. Ce sont ces animaux-là, nous vivons avec eux au jour le jour et leurs parasites, les bactéries qu'ils ont, peuvent se retrouver chez nous et nous rendre malades. Il est également important, mis à part les vaccinations que nous faisons à bas âge, une fois qu'on évolue d'être à jour de ces vaccinations, parce que chaque vaccin a un délai
d'action et quand le délai d'action est passé, il faudra renouveler. Au-delà d'être une protection individuelle, l'administration du vaccin est surtout une responsabilité collective. Une action qui limite la propagation des maladies au sein de nos sociétés. Il y a quelques mois, le gouvernement a acquis 188 ambulances pour améliorer le transfert et la prise en charge des malades. La conduite de ces véhicules spécialisés pour une utilisation optimale requiert une formation spécifique. Des conducteurs soigneusement sélectionnés y sont appelés. Écho avec Estelle Pazou, Mathieu Soukanou. Avant la prise en main de l'ambulance, le formateur donne les dernières consignes. L'exercice, faire un aller-retour reverse tout en évitant les obstacles. L'activité est une des nombreuses qui composent les modules à dérouler au cours de la formation. Cette formation des formateurs vise à améliorer le système de référencement qui permet aux populations d'accéder aux plateaux médicaux adaptés. Elle vise aussi à garantir un entretien adéquat des 188 ambulances acquises par le gouvernement. La formation nous a permis de savoir comment garder, entretenir et comment être un bon chauffeur au volant, surtout l'ambulance. Avant, je dépassais les voitures sans contrôle, mais maintenant, on nous a formés à être éveillés et aussi respecter les usagers avant de les dépasser. Mais avant la pratique, c'est sur un écran en salle que les participants se sont imprégnés de la mission qui est désormais la leur. C'est sur vous que va reposer justement la transmission des informations que vous allez obtenir ou qu'on va vous confirmer aujourd'hui, puisque vous êtes tous et toutes des conducteurs chevronnés. Et donc ces informations, vous les avez, mais c'est simplement un recyclage, une remise à jour et éventuellement vous apporter de nouvelles informations pour que vous ayez en tête que ce que vous allez pouvoir prôner avec les autres conducteurs va permettre une utilisation de ces ambulances en toute sécurité. Leur rôle principal, c'est effectivement de transporter des patients et des victimes, mais avant tout, c'est de garder, d'avoir la sécurité de tous lorsqu'ils roulent, mais aussi de réduire leur exposition aux dangers de la route. Cette formation de 4 jours lance la restitution et la répartition des ambulances dans tous les départements du Bénin. Au cœur de notre page internationale, la conversion des véhicules au gaz naturel au Nigeria et puis en Égypte. On ira voir le secours porté à des victimes du naufrage d'un bateau. Regardons. Adebola, mécanicien, doit parcourir 8 km à travers la mégapole de Lagos, capitale économique du Nigeria, pour se réapprovisionner en gaz naturel comprimé, GNC. Face à la flambée des prix du carburant, certains conducteurs nigérians comme Adebola optent pour cette source d'énergie promue par les autorités, mais encore difficile à trouver. L'adoption de ces véhicules est lente car leur conversion constitue un obstacle de taille. Même si le coût est moins élevé, certains Nigérians estiment que franchir cet obstacle n'est pas à la portée de tout le monde. Actually, some of my friends have been telling me about CNG, but cela m'éloigne d'environ 8 km de mon domicile, ce qui pose un problème dans une certaine mesure parce que l'endroit où je m'approvisionne en gaz n'est pas mon itinéraire habituel. Toutefois, les autorités nigérianes considèrent le GNC comme la solution miracle pour mettre fin aux pénuries chroniques de carburant et à la multiplication par 5 des prix de l'essence depuis que le président Bola Ahmed Tinubu a supprimé les subventions sur les carburants en mai 2023. Des secouristes portent assistance aux touristes et aux membres d'équipage après le naufrage d'un bateau de tourisme en mer Rouge au large de l'Égypte. 16 personnes, dont des étrangers, sont portées disparues et 28 sont secourus.
Des dizaines d'hommes masqués, armés de couteaux et de bâtons, interrompent une manifestation anti-gouvernementale organisée dans la capitale Lilongwe. Les manifestants demandent la démission du ministre de l'Énergie en raison des pénuries de carburant qui perdurent et s'opposer au projet de vote électronique pour les élections générales de l'année prochaine. En France, des agriculteurs se rassemblent devant la préfecture et devant la maison de l'agriculture à Perpignan, alors que les actions s'intensifient dans toute la France après une semaine de mobilisation contre le traité de libre-échange débattu à l'Assemblée nationale. Merci à Rebecca Kenjanronlé pour ce tour à l'étranger qui met fin à ce journal. Merci pour votre fidélité et merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.